Au début, je voulais vous faire un podcast sur les actus et propositions militantes et artistiques pendant le mois des fiertés, mais est-ce que vous connaissez seulement son origine? Je me suis vite rendu compte que beaucoup de gens, et moi y compris, on avait assez peu de connaissances sur l'origine de ce mois de lutte. Alors je me suis dit que ça nécessiterait une petite mise au point. Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste à Lyon, et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode Actu des luttes, où nous allons revenir sur l'origine du mois des fiertés et le contexte politique de l'époque, analyser comment il est célébré aujourd'hui, et faire le point avec les travailleuses de l'art queer LGBTQIA+ actuel. J'ai écrit cet épisode au fur et à mesure avec les recherches que je faisais. Vous trouverez toutes les sources en description et si jamais vous voyez des petites erreurs, n'hésitez pas à me le signaler et je vous en remercie. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Pour comprendre l'origine du mois des fiertés, il faut repartir dans les années 70 à New York. Avant tout, je voulais vous donner un petit peu de contexte politique. À l'époque, le président des États-Unis, c'est Richard Nixon, qui est du parti des Républicains. À la fin des années 60, il y a beaucoup de mouvements sociaux qui sont actifs aux États-Unis. Il y a le mouvement afro-américain pour les droits civiques contre la ségrégation raciale, donc Black Panther Party, le mouvement de libération des femmes, il y a les manifestations contre la guerre du Vietnam aussi, et il y a aussi tout le mouvement de la contre-culture. Au niveau des droits des personnes LGBTQIA+, aux États-Unis, il y a une loi qui existait à cette époque qui s'appelait la Sodomie Law, autrement dit la loi anti-sodomie qui interdisait la pénétration mais aussi d'autres pratiques sexuelles entre deux personnes qu'on disait du même sexe. À partir de 1962 et jusqu'en 2003, donc très récemment, les 50 États ont dépénalisé graduellement, donc petit à petit, un par un, la criminalisation de ces pratiques. En France, la dépénalisation des relations entre personnes du même sexe arrive en 1982. Je trouve que c'est important de rappeler ces chiffres parce que tout ça c'est très très récent dans notre époque et vous allez voir que les chiffres qui arrivent après c'est la même chose. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont acquises mais en fait on a eu ces droits il y a pas si longtemps que ça. Je pense que vous êtes au courant mais il y a eu aussi des grandes vagues de psychiatrisation des personnes LGBT QIA+, et je voulais vous en parler. Donc, au niveau de la psychiatrisation de l'homosexualité aux États-Unis, l'homosexualité était considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1963. On va parler 2 minutes du DSM. Je vais vous citer la petite définition Wikipédia. Donc, c'est le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est un ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie qui s'appelle avec le sigle APA. Et il est largement utilisé par les psychiatres du monde entier, mais il fait régulièrement l'objet de beaucoup de critiques. Aux États-Unis, l'homosexualité n'a pas disparu du DSM du jour au lendemain. L'homosexualité a été retirée du DSM après de longues années de bataille des militants et militantes de plusieurs collectifs, mais aussi grâce à l'appui de certains psychiatres de l'époque. Et c'est en partie le cas du psychiatre Robert Spitzer. Je vais vous citer un petit extrait d'un entretien de Tétu avec Michel Minard, qui est psychiatre et spécialiste du DSM, et qui parle de l'impact du psychiatre Robert Spitzer et des militants sur la dépsychiatrisation de l'homosexualité aux États-Unis. Donc là, je le cite. La deuxième version du DSM avait paru en 1968, année agitée pour les mœurs aux États-Unis comme ailleurs. Dans l'ouvrage, l'homosexualité arrivait en tête de liste des déviations sexuelles. Plusieurs associations de gays et de lesbiennes se sont mobilisées contre cette classification. Leur mode d'action consistait à perturber les congrès de l'American Psychiatric Association, donc l'APA, en foutant la merde si vous pouvez me passer l'expression. Ils ont trouvé le soutien d'autres militants, notamment celui des féministes et des opposants à la guerre du Vietnam. Ces derniers avaient la revendication exactement inverse à celle des homos. Ils voulaient faire entrer le trouble post-traumatique dans le DSM, là où les homos demandaient le retrait de la mention de l'homosexualité comme déviance. L'APA vote donc le retrait de l'homosexualité en décembre 1973. Fin de citation. Quelques chiffres supplémentaires. L'Organisation mondiale de la santé cessera seulement en 1990 de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale, et en France, c'est officiellement en 1992. Et pour finir sur cette partie contexte politique,
Sachez qu'à New York, dans les années 1960, et c'est ce qui va nous faire le lien avec les émeutes de Stonewall, il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux homosexuels, de danser entre hommes ou de se travestir. Sachez qu'à cette époque, on utilise aussi le terme homosexuel pour parler en général de personnes soit qui relationnent entre personnes du même genre, ou soit aussi de personnes qui ne rentrent pas dans les codes du genre, dans leur passing, dans leur attitude, dans leur façon de s'habiller. Voilà, c'est assez large en vrai comme vision à cette époque-là des interdits autour de la sexualité et de l'expression de genre. On va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire les émeutes de Stonewall. Le contexte, maintenant, vous l'avez. En 1969, les personnes homosexuelles et LGBTQIA+, ont des libertés très limitées et se font régulièrement agresser, voire tuer, sans que la police n'agisse, et parfois même se font agresser, voire tuer par la police. Et elles sont obligées d'aller dans des lieux clandestins, tenus par la mafia, vu que ce sont les seuls bars qui acceptent de les servir. Et c'est le cas du Stonewall Inn, bar dans le quartier de Greenwich Village à Manhattan. Il est célèbre à cette époque-là pour sa popularité auprès des plus marginalisés dans la communauté LGBTQIA+, c'est-à-dire les personnes transgenres, les travailleuses du sexe, aussi les personnes LGBT sans-abri, tout comme les autres lieux accueillant des personnes de la communauté LGBTQIA+, le Stonewall Inn subit un harcèlement régulier de la police qui fait des descentes assez souvent pendant les soirées. Des descentes, ça veut dire arrêter la fête, contrôler les gens, créer de la violence aussi, et procéder à des arrestations. À cette époque, le maire de New York, c'est John Lindsay, du Parti républicain aussi, qui restera entre 1966 et 1973, et il soutiendra ces descentes de police. On arrive au 28 juin 1969, qui est une date marquante pour la communauté queer, car il y a une nouvelle descente de flics au Stonewall Inn. Les policiers contrôlent et font sortir les gens, mais cette fois-ci, lassés de ce harcèlement incessant, le public refuse. Yale se rassemble devant le bar, la foule grossit et prend petit à petit en confiance. Les policiers sont bloqués à l'intérieur et reçoivent des projectiles. S'ensuivent ensuite 3 nuits d'émeutes. Et c'est cette révolte qu'on appellera les émeutes de Stonewall. Petit à petit, à Greenwich Village et autour, les habitants et les habitantes de la communauté s'organisent pour créer des lieux où les gays, lesbiennes et personnes trans n'auront pas peur d'être arrêtés. Un an après les émeutes, le 28 juin 1970, 2000 personnes défilent à New York. Il y a aussi une marche à Los Angeles, à Chicago, à San Francisco, en mémoire de cet événement. Et cela signe avec le recul les premières prides. Le bar a fermé quelques mois après les émeutes, mais il a réouvert il y a quelques années et c'est aujourd'hui un site historique de l'histoire queer new-yorkaise. Il y a un film que j'ai vu beaucoup recommander, que je n'ai pas vu pour le coup. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si c'est un bon film ou pas. Mais le film, c'est le Stonewall de Roland Emmerich qui retrace ce moment-là. Ça me tenait à cœur aussi de citer 2 figures phares et trop peu visibilisées de cette époque, qui s'appellent Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson. Ce sont 2 femmes transracisées, habitantes de New York et présentes lors des émeutes, mais aussi militantes de longue date. Pour vous parler un petit peu de Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson, en 1970, elles fondent STAR, le Street Transvestite Action Revolutionary, qui est une organisation militante dédiée au soutien des personnes queer et trans, des travailleuses du sexe, des personnes vivant à la rue et des personnes incarcérées. Elles accompagnent, recueillent, donnent un toit aux personnes marginalisées et luttent pour les droits des personnes LGBTQIA+, et les droits des personnes trans. Le 24 juin 1973 débute la 3e édition du Christopher Street Liberation Days au Columbus Cycle. Il y a beaucoup de divisions à ce moment-là dans la communauté qui existent depuis le mouvement de libération et qui marquent aussi cette journée-là. Jean O'Leary, qui est une militante lesbienne et fondatrice du LFL, le Lesbian Feminist Liberation, empêche les drag queens et les personnes trans de monter sur scène. En fait, là, cette journée-là, pour vous dire, c'est un peu une manif puis un rassemblement avec des discours. Voilà. Et à ce moment-là, à la fin, elle empêche les drags et les personnes trans à monter sur scène. Durant l'année, en fait, il y avait des militants et des militantes du LFL
qui avait dénoncé la misogynie qui, d'après elle, découlait du drag. Je vais citer là Jean O'Leary qui disait « Nous soutenons le droit de chaque personne à s'habiller comme elle le souhaite, mais nous sommes opposés à l'usurpation d'identité ou la moquerie de femmes par les hommes pour du divertissement ou du profit. » Fin de citation. Elle traite aussi Sylvia Rivera et Trigger Warning pour transphobie, je cite « d'hommes dans des vêtements de femmes ». Fin de citation. À ce moment-là, Sylvia monte sur scène malgré les refus de l'organisation et fait un discours qui marquera l'histoire de la communauté. Elle dénonce les violences que subissent les femmes trans dont elle fait partie dans leur quotidien et parle du courage qu'elles ont en militant et en se mettant en première ligne malgré tout. Elle dénonce le caractère excluant du discours de Jean O'Leary et des personnes gays et lesbiennes qui invisibilisent les luttes trans et qui les excluent même de ces espaces de lutte-là. Elle dénonce aussi le fait que quand des personnes de la communauté sont marginalisées et ont un problème, par exemple quand elles deviennent sans-abri ou envoyées en prison, elles appellent le STAR, donc le mouvement qu'elle a créé avec Marsha, et non pas les autres associations et mouvements LGBT quand elles en ont le plus besoin. Or, d'après elle, ces personnes devraient avoir le soutien de toute la communauté et ne devraient pas être laissées en arrière. Elle dénonce enfin les agissements de la police. Elle finit en rappelant, je cite, « Vous allez au bar grâce à ce que les drag queens ont fait pour vous, et ces connasses nous demandent d'arrêter d'être nous-mêmes. » Fin de citation. Et savoir en plus que ces violences-là marquent le corps des personnes trans et leur santé mentale, parce que subir des violences déjà dans sa vie quotidienne, c'est énorme, et en plus de sa propre communauté, Sylvia Rivera en parlera ensuite beaucoup, d'à quel point ça l'a marquée et détruite tout simplement, et d'ailleurs d'autant plus après le discours qu'elle a fait à cette époque-là. Je trouvais ça important aussi de montrer ça parce que ça montre que même dans nos communautés, il y a des discriminations et des personnes qui sont plus mises de côté, marginalisées, moins visibilisées, et que c'est important d'avoir ça en tête pour pas reproduire à l'infini de tels schémas. Et à savoir, quelques années plus tard, Jean O'Leary reviendra sur ses paroles et regrettera ses agissements de l'époque, reconnaissant qu'elle avait tort. Et que pour elle, aujourd'hui, un mouvement féministe ne peut pas s'opérer sans les femmes trans. Il y a un film que j'aimerais vous conseiller, que cette fois j'ai regardé. C'est le film sur Marsha P. Johnson. Il s'appelle Marsha P. Johnson, Histoire d'une légende. C'est accessible en ligne. Et le film revient sur l'histoire de ces deux militantes, donc Marsha et Sylvia, et aussi sur la mort de Marsha, qui, après les émeutes de Stonewall et tous les mouvements auxquels elle a participé avec le STAR, etc., elle continuera en fait à militer toute sa vie, notamment à ACT UP. En fait, Marsha, elle décède en 1992, en marge de la Marche des Fiertés, et d'une façon très suspecte. Marsha, c'était une des figures du mouvement queer de l'époque, et malgré cette mort suspecte et le fait qu'il y a eu un soulèvement de la communauté suite à sa mort pour pousser une enquête, l'enquête n'a jamais eu lieu. La police ne fera pas d'enquête et perdra même son dossier. Comme je vous l'ai dit, à cette époque, les personnes LGBTQIA+, et notamment les personnes trans, et notamment les femmes trans, sont souvent agressées et tuées. Et les histoires sont malheureusement mises sous le tapis. Et dans ce documentaire, que vous pouvez facilement trouver en ligne d'ailleurs, il y a Victoria Cruz, qui est une ancienne amie de Marsha, qui va reprendre l'enquête, par ce biais-là aussi rendre hommage à la personne qu'elle était dans ce film, et rendre hommage aux femmes trans qui ont lutté toutes ces années. Et voilà, je trouvais ce documentaire m'a beaucoup émue. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses aussi parce que je suis encore très inculte sur ce sujet et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Donc j'étais très reconnaissante que ce documentaire existe et j'espère qu'il sera vu par le plus grand nombre. On va maintenant revenir en France. Suite aux émeutes de Stonewall, en 1970, sont fondés plusieurs mouvements marquants dans l'histoire des personnes LGBTQIA+ du pays. Il y a notamment le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, les Gouines rouges, le groupe de libération homosexuelle et d'autres mouvements qui sont fondés. Et petite chose à noter aussi, il faut savoir que les partis et les syndicats de gauche de l'époque étaient pour la plupart en retard sur ces questions-là, voire pour certains et certaines carrément opposés à certaines choses comme des marches. Voilà, ça montre qu'il y a un travail à faire aussi
là-dessus. En 1971, le phare organise en France une célébration de Stonewall qui se fera réprimer par la police. Super. En 1977, il y a la première marche en France homosexuelle indépendante organisée par le mouvement de libération des femmes et le groupe de libération homosexuelle qui réunira surtout des lesbiennes. Au fur et à mesure, ça a évolué, évidemment. C'est pour ça aussi qu'avant, on utilisait beaucoup le terme homosexuel et du coup, on parlait beaucoup de gay pride. Aujourd'hui, on parle plutôt de pride parce que ça regroupe beaucoup plus que l'homosexualité. On parle aussi maintenant de bisexualité, de transidentité, de lesbiennes, de gays, de personnes intersexes, asexuelles et de personnes pan, de personnes bi, de personnes non binaires et vraiment j'en passe. Et voilà, de plein d'autres gens et de manières d'aimer ou d'être, tout simplement. On va faire un gros bond dans le temps parce que je pourrais pas vous parler de tout aujourd'hui. J'ai essayé de condenser au max, mais que ce soit assez lisible quand même. Et vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et on va passer à aujourd'hui. Aujourd'hui, les droits des personnes LGBTQIA+ reculent. En 2023, plusieurs États américains interdisent les sports féminins et les accès aux toilettes dans les lieux publics aux femmes transgenres, ainsi que la prononciation des mots gay, lesbienne, bisexuel, transgenre dans les écoles. En 2025, Trump signe un décret qui met fin aux aides publiques pour la transition de genre pour les mineurs et enlève les aides aux établissements qui en font. En 2025, Trump, toujours, revient sur le décret mis en place sous Joe Biden pour permettre aux Américains et Américaines de mettre non-binaire sur leur passeport. Les personnes trans reçoivent depuis de nouveaux passeports avec leur nom et genre assignés à la naissance. En 2025, la Hongrie interdit la marche des fiertés et un projet d'amendement constitutionnel hostile aux droits LGBTQIA+, visant à ne reconnaître que le genre masculin et féminin, souligne la dérive autoritaire. Au Royaume-Uni, en avril 2025, la Cour suprême britannique a acté que la définition légale d'une femme reposait sur le sexe biologique et non le genre. En Slovaquie, le Parlement a limité les droits des personnes LGBTQIA+. En France, les droits que les personnes LGBTQIA+, ont acquis sont encore très récents. Le Pacs entre personnes du même genre est arrivé en 99. En 2013, c'était la loi Taubira qui autorisait le mariage et l'adoption pour les couples du même genre. En 2022, les thérapies de conversion sont interdites. Enfin, c'est tellement récent, c'est fou. Et on sait que tous ces droits-là sont fortement menacés par une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, mais pas que, de la droite dure et même de ceux qui se revendiquent de centre-droit alors que ce n'est pas le cas. Je vous drop des petits noms comme ça qui ont voté contre la loi Taubira en 2013. Vous pouvez retrouver évidemment des personnalités d'extrême droite comme Marion Maréchal Le Pen ou Éric Ciotti, mais également un certain Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, Patrick Balkany, Laurent Wauquiez, Éric Woerth, François Fillon. Vous avez des abstentionnistes comme Édouard Philippe ou Bruno Le Maire. Et grosso modo, il y a quand même eu par exemple 187 contre pour l'UMP. Et pareil pour l'UDI, c'est la plupart des personnes de l'UDI qui vont voter contre aussi. Enfin, voilà, juste pour vous faire un petit rappel qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui est homophobe dans notre pays, mais aussi la droite et des personnes qui se revendiquent au centre mais qui au final font de la politique de droite. Dans le monde, ça c'est des chiffres de Oxfam. 35 pays autorisent aujourd'hui le mariage pour les couples du même sexe, 36 leur permettent l'adoption, 16 interdisent les thérapies de conversion, 9 protègent les personnes intersexes contre les interventions médicales non nécessaires, 17 pays reconnaissent l'autodétermination de genre, 18 proposent des marqueurs de genre non binaires dans les documents officiels. Je voulais vous faire un tout petit mot sur les personnes intersexes parce qu'on n'en entend pas du tout assez parler non plus de ce sujet. Je voulais juste vous citer un petit extrait du collectif Intersexe, extrait d'une table ronde de 2019 portant sur les mutilations subies par les personnes intersexuelles à leur naissance. Le collectif Intersexe dit, je cite, « Il faut comprendre l'intersexuation comme une situation avant tout sociale qu'on ne peut définir de façon exhaustive. Elle concerne les personnes invalidées socialement du fait de leurs caractéristiques sexuelles atypiques. Ces personnes vont en conséquence subir des interventions chirurgicales afin de modifier ces caractéristiques sexuelles sans que leur santé soit menacée et souvent sans leur consentement, les opérations étant souvent réalisées dès les premiers mois et les premières années de leur vie. L'intersexuation
concerne 1,7% des naissances par an. C'est 13 600 personnes intersexes qui naissent en France tous les ans. Les opérations chirurgicales intersexuées se sont multipliées depuis 1945 du fait des progrès médicaux et de la volonté d'inclure toute la population dans le cadre homme-femme. S'en est suivi le développement d'une série de pratiques non cruciales et pathologisantes, donc récession clitoridienne, vaginoplastie, prescription d'hormones, etc. Les personnes concernées peuvent très rarement expliquer un consentement libre et éclairé par ces opérations, largement décidées par les parents sous l'influence d'un personnel médical. Elles mènent pourtant à de très nombreuses complications de santé mentale, ablation d'organes sains, cicatrices marquées, infection des voies urinaires, insensibilité sexuelle, etc. Fin de citation. Comment est célébré le mois des fiertés à l'international, en France et ailleurs. Dans le monde, la communauté LGBTQIA+, a pris de l'ampleur en termes de militantisme, est plus visible, mais ces dernières années, c'est vrai que les droits stagnent, voire reculent. Et aussi, la communauté étant grande, elle regroupe, comme le reste de la société, des divisions de points de vue et d'appartenance politique parfois. Beaucoup de personnes queer trouvent par exemple la Pride aujourd'hui trop dépolitisée, par le biais par exemple de disparition de slogans, de réelle lutte pour nos droits pendant cette journée-là, et pendant cette manifestation-là. C'est plus aussi pour beaucoup devenu quelque chose d'assez festif. On pouvait le voir à Paris par exemple, les prides étaient énormes et ramenaient beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'il y avait peu aussi d'espace pour parler vraiment des luttes, et qu'il y avait aussi beaucoup d'entreprises au fur et à mesure, en voyant le mouvement grossir, qui ont fait tout simplement du pink watching. Donc c'est des entreprises qui vont s'intégrer aux manifestations pour gagner des clients et clientes, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient que la Pride déjà ne représentait pas assez tout le monde, et aussi tout le monde dans la communauté, et qui manquait l'aspect lutte, politisation, etc. à l'intérieur, surtout dans des temps où, comme en ce moment, on voit les droits qui reculent et on a besoin de remettre ça au centre aussi de la discussion. Donc au fur et à mesure, on a pu voir l'apparition de nouvelles prides en France. Par exemple, il y a eu la Pride de nuit. La première a été faite en 2015 à Paris. Il y a aussi les prides radicales dans plusieurs grandes villes. Et plus récemment, on a aussi vu apparaître la Pride des banlieues. La Pride des banlieues est née à Saint-Denis, dans le 93, en 2018. Et elle avait pour but de représenter des personnes de la communauté LGBTQIA+, qu'on ne voit pas assez, qui ne sont pas assez visibilisées dans les prides et les lieux et les prises de parole qui sont réservées en majorité à des personnes plus privilégiées, notamment par exemple des personnes blanches ou avec un capital de départ plus élevé, etc., avec un niveau de diplôme aussi plus élevé et machin. Et la Pride des banlieues a des revendications spécifiques aux personnes LGBT, mais aussi plus larges, parce qu'elle estime qu'il y a des choses qui vont ensemble de façon plus intersectionnelle et qui sont importantes d'adresser en même temps. Donc je vais vous citer déjà le site de la Pride des banlieues. Je cite: en 2018, les jeunes de l'association Saint-Denis Ville au Cœur souhaitent intervenir dans des collèges de Seine-Saint-Denis pour aborder la question des LGBTQIA+, phobie, avec les élèves. Elles font face à de multiples refus. Suite à ces déconvenues successives, les personnes queer de l'association dressent un constat sans équivoque. Il n'existe aucun espace de représentation pour les personnes queer de quartiers populaires pour rendre visibles leurs revendications et faire avancer la lutte pour l'inconditionnalité de la dignité. Fin de citation. Pour vous montrer l'ampleur de la Pride des banlieues, la première a été faite le 9 juin 2019 et a réuni 3000 personnes, ce qui est déjà énorme. En 2024, c'était 17 500 et elle ne fait que grossir depuis. J'aimerais vous citer quelques revendications de la Pride des banlieues. Donc il y a la création de logements d'urgence, la réquisition de logements vides, l'arrêt des expulsions locatives, ce qu'a d'ailleurs mis en place le maire Bali Bagayoko dès qu'il est arrivé à la mairie de Saint-Denis. L'investissement dans le logement social, la formation des personnels à l'accueil, mais aussi des médecins au public des personnes LGBTQIA+, racisées et migrantes,
la régularisation des sans-papiers, l'investissement dans la santé publique, la suppression de la mention du sexe à l'état civil, mettre fin aux disparités territoriales dans l'accès à la PMA et aux soins, etc., etc., etc. Il y a encore plein d'autres choses, mais voilà, je voulais vous citer quelques-unes que j'ai vues passer. Aujourd'hui, le mois des fiertés, c'est devenu les Prides, mais pas seulement. C'est aussi de nombreuses tables rondes, des conférences, des événements dans les localités, mais aussi sur Internet, organisés par des associations, des artistes, des mouvements LGBTQIA+. C'est des shows drag, c'est des cabarets, c'est des performances, c'est des projections de films, c'est des pièces de théâtre, c'est des expositions, c'est plein d'œuvres faites par les travailleuses de l'art de la communauté. Comme vous l'aurez compris, cet épisode ne s'est pas passé comme prévu. Je voulais vous remettre un peu de contexte sur la lutte des artistes LGBTQIA+, pour le mois des fiertés, parler de lutte actuelle des artistes, mais je me suis rendu compte qu'on oubliait déjà souvent le contexte de base, d'où ça venait, etc. Alors c'était important pour moi de faire une petite mise en contexte. J'ai sûrement zappé beaucoup d'infos, hein. J'ai conscience déjà d'avoir fait un gros bond dans l'histoire, là, à un moment, entre les années 70 et aujourd'hui, donc il s'est passé plein de choses. Et aussi que cet épisode était très centré sur l'histoire des émeutes aux États-Unis, du coup, et ensuite ce que ça a déclenché en France pour nous. Donc j'ai essayé de faire au max avec ce que j'ai trouvé, mais j'aimerais revenir là-dessus aussi pour apporter d'autres points de vue et moi-même apprendre de nouvelles choses sur l'histoire internationale aussi, et pas seulement États-Unis-France, quoi. N'hésitez pas à me reprendre s'il y a des approximations et à me conseiller aussi d'autres références pour qu'on puisse petit à petit ensemble réexplorer tout ça. Et si vous en avez l'énergie, à me proposer aussi des ressources afin de pouvoir petit à petit créer des épisodes complémentaires. Je vais revenir très bientôt avec un nouvel épisode Actu des luttes sur les luttes actuelles des artistes LGBTQIA+, et notamment des artistes drag par exemple. Et ce que je peux vous dire déjà, et ça c'était important pour moi, c'est que le mois des fiertés, c'est pas que en juin. Pour moi, c'est toute l'année. Il faut pas qu'on pense aux artistes de notre communauté uniquement lorsque le mois de juin arrive. J'ai envie de vous dire, soutenons les artistes drag, que ce soit Queen, King, Queer, Créature et tous les autres. Allons voir les spectacles des artistes de notre communauté toute l'année. Pensons aussi aux artistes qui travaillent dans nos villes et nos quartiers et pas seulement à celles qui ont percé. Consommons chez des illustratrices, des vidéastes, des cinéastes, des photographes, du théâtre, créé par des personnes LGBTQIA+. Visibilisons cet art. Soutenons toutes les personnes de notre communauté et pas seulement les personnes les plus privilégiées de notre communauté, mais faisons aussi attention aux personnes qui sont marginalisées et écoutons leur voix et soyons de bons alliés, quoi. Et d'ailleurs, je vous parlais de métiers artistiques parce que là, c'est le sujet du podcast, mais soutenons les personnes LGBTQIA+, en général et pas seulement les personnes du secteur culturel, évidemment, hein. Mais en tout cas, visibilisons cet art et les représentations queer dans nos œuvres, et puis manifestons pour nos droits, quoi. Et votons pour les bonnes personnes aussi, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, sachez que j'y ai mis beaucoup de cœur et que j'ai pris beaucoup de temps à l'écrire, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me partager des artistes queer à suivre et les luttes des travailleuses de l'art de la commu LGBTQIA+, si vous en connaissez. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à le soutenir sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi faire un don sur la page Tipeee du podcast. Un grand merci à vous et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Lame Podcast et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. À bientôt!